La réforme des retraites François Bayrou. Est vitale pour notre pays. Assemblée nationale. Et pour notre modèle social. 14 février 2025. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Dresser un constat objectif pour servir de base indiscutable à une discussion sur l'avenir des retraites. Si les mots choisis par François Bayrou dans sa lettre de mission à la Cour des comptes se voulaient garant d'une impartialité, sa démarche en revanche a cristallisé, disons, l'étonnement. Plutôt que d'amender, d'abroger ou de suspendre la réforme de 2023 par les voies traditionnelles, le Premier ministre, vous le savez, a chargé syndicats et patronats de trouver un compromis qui serait ensuite soumis au Parlement, sans quoi la réforme actuelle continuerait de s'appliquer le cas échéant. Mais y a-t-il véritablement besoin d'un nouveau diagnostic sur ce sujet ? Sur quoi repose la thèse d'un déficit caché des retraites avancée par l'édile palois ? Que révèle le cadre imposé à ces discussions ? Et quelles autres approches sont possibles, notamment sur la question des recettes du système qui n'est pratiquement jamais posée ? Bienvenue ! Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, Clément Olivier. Avec nous dans ce studio, Sylvie Durand, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de l'UJIC CGT, vous êtes membre du COR, le Conseil d'orientation des retraites, et justement membre de la délégation CGT, donc à cette concertation dont on va parler. En face de vous, Mickaël Zemmour, bonjour. Bonjour. Économiste spécialiste des questions de protection sociale, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et chercheur associé à Sciences Po. Merci beaucoup à vous deux de prendre le temps de cette émission au milieu de vos agendas qu'on imagine chargés. Sylvie Durand, j'aurais pu plaisanter sur le fait que nous avions en plateau un cardinal de la CGT en votre personne. Mais alors il se trouve que évidemment le terme de conclave a été abandonné, donc je ne ferai pas cette plaisanterie. Information d'ordre sémantique, mais qui n'est pas sans importance, je crois, et qui a été peu commentée. Abandon donc du terme conclave par le Premier ministre lui-même. Au-delà de l'aspect pas franchement laïque de cette notion, peut-être un mot plus étymologique sur le fait que c'est un huis clos. Conclave, ça vient de avec clé en latin, donc le terme est abandonné. Est-ce que le cadre des discussions évolue avec l'abandon de ce terme, vous qui y participez ? En fait, François Bayrou avait épinglé son scribe qui avait choisi le terme de conclave en disant que c'était un choix malheureux. Je dois reconnaître qu'il a un excellent scribe qui a précisément traduit le fond de sa pensée. Un conclave, c'est une... On sent une culture classique aussi. Tout à fait. Le conclave, c'est une structure effectivement pérenne. Donc, on retrouve la notion de permanente, délégation paritaire permanente. C'est un huis clos et c'est ce que veut en faire réellement François Bayrou. Alors le huis clos, il envisageait de nous faire travailler tous les jours dans des locaux qui sont mis à notre disposition au niveau du ministère. Donc chaque organisation syndicale aura ses propres bureaux, puis il y aura une salle plénière de débat. Pour autant, on a clairement exprimé au maître de cérémonie, en quelque sorte, Jean-Jacques Marette, que nous, on n'entrera pas du tout dans une démarche de huis clos, que nous avons à rendre compte aux salariés de ce qui se joue, puisqu'il s'agit de leur pension de retraite. Et que par tous les moyens à notre disposition, eh bien, nous allions communiquer. C'est ça, quand je vous ai proposé de venir parler de ça, vous m'avez tout de suite dit oui, c'est une volonté de transparence. Ouais. Bien sûr. C'est quand même l'avenir de millions de citoyens, leurs moyens de vie à la retraite qui se jouent. Donc, on a un devoir de les informer. Après, chaque réunion, c'est ce que nous ferons. Mickaël Zemmour, le terme donc de conclave a été abandonné. Lui, ils sont préférés désormais les termes de délégation paritaire permanente. On pourra s'attarder sur ce permanente ou celui de conférence sociale. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce cadre de discussion ? Ce qui m'a surtout frappé, c'est les conditions dans lesquelles est organisée cette discussion ou cette négociation. Alors, c'est pas une négociation à proprement parler
au sens où les parties prenantes ne sont pas directement décisionnaires. À la fin, elles vont rendre une décision, un accord ou pas un accord, mais ce n'est pas elles qui feront qu'elle est appliquée ou pas. Mais ça ressemble quand même à une négociation. Par contre, un tel cadre aurait été intéressant, pour le dire vite, s'il avait eu lieu avant la réforme. Parce qu'avant la réforme, au moment de l'instruire, ça aurait été le moment de mettre sur la table les envies, les préférences de chacun, de dire il y a des leviers de financement, des leviers d'âge, etc. Et que chacun se jauge. Ce qui n'a pas du tout été fait, puisque la réforme, elle a été présentée telle quelle par les gouvernements précédents et appliquée telle quelle par le Parlement. La réforme est appliquée. Elle est sans vote de l'Assemblée nationale contre les partenaires sociaux. Et là, le Premier ministre dit aux partenaires sociaux, vous allez négocier la réforme, mais elle continue à s'appliquer pendant que vous discutez. Et donc, en fait, le temps joue pour la réforme, puisque s'il n'y a pas d'accord, probablement que la réforme va perdurer. Et surtout, pendant que la discussion a lieu, la réforme avance. C'est-à-dire que le temps que la commission rende son avis, on sera déjà quasiment à 63 ans d'âge minimal de la retraite. Puisqu'elle est mise en place de façon progressive. Puisqu'elle est mise en place génération après génération, en fait, chaque mois qui passe, elle va concerner davantage de gens. Donc ce cadre est un peu étrange. Et par ailleurs... Excusez-moi, je suis un peu long, mais il y a un épisode quand même qui s'est passé au mois de novembre ou à l'automne. Il y avait une proposition de loi discutée à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme précédente, qui probablement avait d'ailleurs une majorité. Et par obstruction parlementaire de la majorité, elle n'a pas été soumise au vote. Et donc, quand même, il y a un louvoiement sur cette réforme des retraites, c'est-à-dire qu'elle est appliquée sans majorité réelle. Au moment où il aurait été possible de la rediscuter au Parlement, on passe son tour. Et là, on crée une discussion en disant la réforme continue à s'appliquer. Et donc, pour aller au bout de ma pensée, moi, ça me fait penser aux négociations qu'il y a eu sur l'assurance chômage. C'est-à-dire un cadre un peu piégé ? Un cadre un peu piégé, alors pas complètement, peut-être moins que sur l'assurance chômage, mais au moment de l'assurance chômage, donc de 2018 à 2023, enfin 22, le gouvernement donnait des feuilles de route aux partenaires sociaux dont il savait à l'avance que ça ne pouvait pas aboutir. Et du coup, ça a créé des échecs de négociation et le gouvernement, derrière, faisait ce qu'il voulait. Là, on est dans une situation assez proche au sens où les partenaires sociaux savent que s'ils ne trouvent pas d'accord, la réforme s'applique. Alors, il y a une petite ouverture faite par le Premier ministre en disant qu'il n'excluait pas de revenir au Parlement en l'absence d'accord. S'il y avait une avancée, c'est ça qui a été Alors, je ne sais pas exactement sous quelles conditions. Pour moi, c'est ça qui est important, parce que dans l'état actuel, on ne voit pas très bien pourquoi le patronat s'engagerait dans cette discussion, puisque lui, a priori, de ce qu'il a dit, ce qui lui va le mieux, c'est qu'on ne touche pas à la réforme et au système tel qu'il est défini. Donc la seule chose qui pourrait l'engager à ouvrir la porte des discussions, c'est soit une pression politique forte de la part du gouvernement, c'est possible que ça existe, soit la menace crédible qu'au Parlement, en l'absence d'accord, il y ait une mesure qui déplaise au patronat, par exemple l'abrogation. Et donc voilà, moi, ce que j'observe, c'est un cadre de discussion un peu bizarre. S'il n'y a pas l'une de ces deux pressions, la pression politique du Premier ministre ou la pression du Parlement, je ne vois pas très bien comment il y aurait quelque chose à négocier, puisque du côté du MEDEF, a priori, le statu quo leur va bien. Sylvie Durand, normalement, les syndicats se réjouissent plutôt quand il y a du paritarisme, pas là. Là, le paritarisme est curieusement organisé. C'est-à-dire que le tour de table, ce sont les organisations syndicales représentatives, dont acte, mais le gouvernement a choisi d'élargir ce tour de table selon sa convenance. Donc, il rajoute l'UNSA, qui n'est pas représentatif au plan national. Pourquoi pas, hein. Et il rajoute la FNSEA, bon, admettons, mais par contre, il refuse de rajouter la FSU, qui est l'organisation syndicale majoritaire dans la fonction publique. Il refuse de rajouter Solidaire. Donc, lorsqu'on veut organiser des échanges loyaux et sérieux, à ce moment-là, soit on prend uniquement les organisations représentatives, soit on élargit à l'ensemble des organisations syndicales. Donc ça, c'est le périmètre. C'est le périmètre. Il a fait le choix d'un périmètre en opportunité, clairement, le périmètre qui les arrange bien, sachant qu'effectivement, le statu quo convient totalement aux employeurs, au patronat et à l'employeur public aussi. Ça vous fait craindre une forme d'anti-jeu en face ?
Oui, effectivement, c'est à craindre. Et la seule façon d'éviter cet écueil aurait été pour le ministre Bayrou de prononcer la suspension de la réforme, auquel cas, là, tout était sérieusement réouvert. On arrête tout, on réfléchit, on négocie, c'est ça. Voilà. Cadre de ces négociations, et puis sur quelle base également, depuis les années 2000, on a les rapports du corps, le Conseil d'orientation des retraites dont vous êtes membre, Sylvie Durand, instance pluraliste avec qui inclut du paritarisme, même si pas uniquement. Ces rapports, ils ne disent évidemment pas tous la même chose, mais on sait que il y a eu un enjeu de changement de présidence, etc. Mais en tout cas, on sait que les conclusions du corps, elles ne sont pas alarmistes. Là, en revanche, on nous dit qu'il faut reprendre les choses avec un constat objectif. Pourquoi ? Je crois que le besoin de constat objectif provient exclusivement du fait que le Premier ministre, François Bayrou, était entouré de gens, peut-être même une seule personne, qui manquait singulièrement d'objectivité. C'est la fameuse histoire du rapport Beaufret. Il y a la prétention d'un ancien haut fonctionnaire à tout mieux calculer que le Conseil d'orientation des retraites, que l'ensemble des organismes de statistiques nationaux. C'est assez risible et insignifiant. La Cour des comptes nous rassure sur le fait que nous n'avons pas basculé en France dans un régime de post-vérité. Sophie Binet. La Cour des comptes offre un démenti cinglant aux chiffres farfelus qui avaient été retenus par le Premier ministre. Il n'y a pas de déficit caché de nos régimes de retraite. Le rapport confirme également que la réforme de 2023, que nous avons combattue pendant 6 mois dans la rue, n'a pas réglé le problème de financement des retraites, contrairement à ce que nous racontait le gouvernement à l'époque. Et le rapport dit clairement que ce qu'il faudrait pour abroger cette réforme, c'est trouver 10 milliards d'euros à horizon 2030. 10 milliards, c'est quelque chose qui est tout à fait soutenable et la CGT a des propositions pour cela. Michaël Zemmour, effectivement, un rapport flash commandé à la Cour des comptes. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau diagnostic ou est-ce qu'on connaît suffisamment bien la situation ? Alors, avant que le rapport ait lieu, on était nombreux à penser qu'on connaissait bien la situation, puisqu'il y a quand même eu plusieurs réformes ou tentatives de réforme. Il y a des rapports de corps tous les ans. Et maintenant que le rapport flash de la Cour du compte est sorti récemment, on en a la preuve, puisque la conclusion générale du rapport de la Cour des comptes, c'est qu'elle est très proche du rapport du corps, avec quelques variations, quelques actualisations, mais le diagnostic est le même. Et il efface ou il évacue cette théorie de la dette cachée qui a quand même été au cœur du discours de politique générale du Premier ministre alors qu'elle ne s'appuie sur rien. Elle n'a pas de fondement. Sur les plus de 1000 milliards François Bayrou, 14 février 2025. de dettes supplémentaires accumulées par notre pays ces 10 dernières années, les retraites représentent 50% de ce total. Jamais nous n'avons fait l'effort de partager avec les Français cette évidence que la dette contractée par notre pays concerne leurs propres enfants, nos propres enfants, que la charge que nous leur laissons sera trop lourde pour être supportée. Un mot sur ce déficit caché, qui était annoncé par François Bayrou à 55 milliards, c'est-à-dire de plusieurs fois, voire de 10 fois supérieur à ce qui était annoncé par le corps. Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse ? Je n'ose pas dire théorie, c'est pour ça que je dis thèse. Le problème, c'est que c'est toujours long de rentrer dans une histoire qui ne tient pas la route. Il faut expliquer l'histoire et ensuite expliquer pourquoi elle ne tient pas la route. Mais pour essayer de le faire rapidement, le système de financement des retraites en France, il est mixte. C'est majoritairement des cotisations, mais aussi des contributions publiques qui payent les retraites des fonctionnaires et une partie de subvention de l'ensemble du système. Et donc, il y a une personne, ancien magistrat de la Cour des comptes, qui dit « Oui, mais si on considère que les seules recettes qui seraient légitimes, ça serait les cotisations, alors il y aurait un trou de 50 milliards de plus. Si notre système n'était pas financé comme il est, alors il serait en déficit. » Mais ceci
a pas lieu d'être. C'est une hypothèse qui tient pas ni aujourd'hui, ni historiquement, ni quand on compare les retraites des fonctionnaires et des salariés du privé, ni quand on compare la France aux autres pays qui, même l'Allemagne, tous les pays qui ont des systèmes financés par cotisation, ont aussi des systèmes de financement mixtes. Et donc, il y a vraiment un côté... un conseiller a convaincu le Premier ministre de quelque chose qui alimente pas le débat de manière constructive. Parmi les réformes des retraites, une des plus intéressantes, c'est la création du Conseil d'orientation des retraites par Lionel Jospin. Parce que ça crée... Au début des années 2000. Ouais, au début des années 2000, je sais pas, dans les années 90 ou début des 2001. années 2001. Parce que ça crée un outil de compréhension et de discussion commun pour les chercheuses et les chercheurs, pour les organisations syndicales, pour l'État et pour le patronat, un vocabulaire commun. Alors, il va y avoir des débats sur les hypothèses, sur les paramètres, etc. Mais beaucoup mieux que n'importe quelle autre politique publique, les politiques de l'emploi, même budgétaires, etc., cette administration, d'abord, parce qu'il y a une administration au corps, et puis les membres du Conseil, mettent à disposition de toutes et tous des outils de compréhension. Et y compris, chacun peut aller changer d'hypothèse pour voir ce que ça ferait. Et donc, c'est un peu inquiétant de mettre en cause tantôt la statistique publique, tantôt les rapports du corps, quand ils n'arrangent pas le gouvernement. On l'avait entendu avec le précédent gouvernement, et là, ce mouvement de dire « on va demander à la Cour des comptes de nous dire si c'est bien vrai tout ça », il se trouve qu'elle a fait son travail honnêtement et que son diagnostic, c'est plutôt que c'est bien vrai, mais que la Cour des comptes, en 3 semaines, fait plutôt un rapport moins solide que les rapports annuels du corps. Donc c'est aussi un peu du temps perdu. Mais vous qui donnez une économie politique de la protection sociale, j'allais même vous poser la question du terme. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un constat qui serait objectif ? Est-ce qu'en sciences sociales, comme ça, on peut parler d'un constat objectif alors qu'on se base sur des projections ? Les faits sociaux, la réalité sociale et économique, elle ne fonctionne pas comme la circonférence de la Terre ou la vitesse de la lumière qu'on peut mesurer de façon définitive. Il n'y a pas de vérité révélée absolue, mais il y a des degrés de choses sur lesquels on peut s'accorder ou pas. Sur la base des comptes publics, sur la base de la statistique publique, on peut discuter d'hypothèses. Et donc, il y a des choses qu'on sait à peu près bien. Par exemple, on sait très bien combien on dépense pour les retraites. On sait très bien pourquoi on projette un déficit dans le futur. C'est plutôt parce que l'État a décidé de diminuer les moyens qu'il met au système des retraites et pas parce que les dépenses vont augmenter. Donc il y a des choses qu'on sait et puis il y a des choses qui font l'objet de débats. Quelle sera la productivité ou la croissance dans 1 an, dans 10 ans. C'est pour ça qu'on fait plusieurs scénarios. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont moins certaines et qui font l'objet d'un débat entre économistes. Quel sera l'effet, par exemple, sur le chômage, l'emploi, du décalage de l'âge de la retraite ? Et là, c'est des sujets de recherche. L'intérêt du corps, c'est qu'il met à disposition l'état des connaissances sur ce sujet. Donc il n'y a pas forcément de consensus parfait, mais en même temps, on peut avoir une bonne connaissance commune partagée entre syndicats, patronat, administration. Par exemple, on sait assez bien chiffrer, et d'ailleurs on est en train de le voir, le nombre de personnes en plus qui va être à Pôle emploi, au chômage ou au RSA suite à la réforme. On l'a regardé sur la précédente réforme, c'est assez objectivable, voilà. Oui, vous comprenez bien que ma question n'était pas relativiste. Hein. Non, elle est constructiviste. Sylvie Durand, un mot là-dessus, une réponse. Oui, alors sur le constat du déficit, si le corps avait produit un rapport à peu près au même moment que la Cour des comptes, il aurait à peu près sorti les mêmes chiffres. Mais on n'est pas... à 1 ou 2 milliards près en réalité. Lorsqu'on rapporte ça au produit intérieur brut, on est sur des 0,1%, des choses comme ça. L'important, c'est les tendances lourdes. Et évidemment que pour faire fonctionner un système de retraite par répartition, on a besoin de se projeter dans le temps. Alors, on a beaucoup instrumentalisé les évolutions démographiques pour dire que l'on ne pouvait pas financer. La réalité, c'est que d'abord, un régime de retraite par répartition, a priori, on ne voit pas pourquoi il créerait du déficit. Je rappelle que le principe, c'est que les cotisations de l'année payent les pensions de l'année. Donc, si les cotisations sont appelées au bon niveau, eh bien, on paye les pensions et il n'y a pas de déficit.
C'est important ce que vous dites, c'est pas un rapport entre le présent et l'avenir, c'est un rapport entre les gens du présent et d'autres gens dans le présent. Absolument, absolument. Mes cotisations payent les pensions de nos aînés, les cotisations payent les pensions des aînés et permettent d'acquérir des droits. Et c'est ça qui est important. Et le droit, c'est un droit de tirage, en somme, sur la richesse qui sera produite quand moi-même je serai à la retraite. Donc on finance avec les ressources de l'année. Après, on peut constituer des réserves de précaution, tout ça, bien entendu. On le fait dans les régimes complémentaires. Il y a le fonds de réserve des retraites. Bon, voilà. Donc l'essentiel, c'est d'avoir une vision des grandes tendances et ensuite de s'assigner un objectif politique. Or, tel que le débat est posé, on a l'impression que le sujet, c'est juste un sujet de gestion, de finance, dans lequel on bloque un levier, c'est-à-dire l'apport de nouvelles ressources financières par des augmentations de cotisations, par l'élargissement de l'assiette des cotisations. Donc, du coup, il ne reste plus que 2 autres leviers. L'allongement de la durée de carrière, que ce soit par un recul de l'âge d'ouverture des droits à retraite ou un accroissement de la durée de cotisation exigée, ou la baisse du niveau des pensions. Et la baisse du niveau des pensions, ça a été le puissant ressort pour équilibrer les régimes de retraite depuis 1993. Parce qu'on réfléchit à des dépenses constantes ? Parce qu'il y a un véritable enjeu de partage de la richesse créée par notre travail, qui est de ne pas affecter plus de cette richesse créée à la rémunération du travail. Et donc là, c'est un classique enjeu entre la part des richesses créées qui vont rémunérer le capital et la part des richesses créées qui vont rémunérer le travail. Et c'est donc un problème avant tout politique. Il faut regarder l'ensemble des leviers aujourd'hui. Astrid Panosian-Bouvet, France Info, 23 février 2025. Ça peut être la mesure d'âge, ça peut être la durée d'assurance de cotisation. Voilà, ça peut être la sous-indexation. Maintenant, c'est vraiment aux partenaires sociaux de se saisir à la fois du diagnostic commun, l'importance du diagnostic commun pour se rendre compte sur des chiffres incontestables qu'il y a un problème et puis de proposer des compromis. Je pense que dans un monde où il y a une espérance de vie en bonne santé, la Cour des comptes le souligne d'ailleurs depuis 2008, l'espérance en bonne santé à partir de 65 ans, elle a augmenté de presque 2 ans pour les hommes comme pour les femmes. Il y a la nécessité de travailler plus longtemps, notamment pour aussi augmenter le taux d'emploi de nos seniors qui, à partir de 55 ans, se disent qu'ils n'ont plus tout à fait leur place dans l'entreprise. Donc c'est durée de cotisation ou l'âge, quoi. Pourquoi cette question des recettes du financement du système, elle n'est jamais posée ? Parce que aussi rarement, il y a disons. 2 questions taboues. Il y a le financement des régimes de retraite, puisque le MEDEF, globalement les libéraux, considèrent qu'il faut bloquer le levier ressources. Tout ce qui va au financement du travail, donc au salaire et donc aux cotisations sociales et donc au financement des retraites, ne va pas à la rémunération du capital. Donc le capital est toujours plus gourmand, c'est un petit peu un enfant qui veut toujours faire un tour de manège supplémentaire. On décrète qu'on bloque. Et d'ailleurs, ça vient dans les discussions, c'est un chiffre qui tourne dans les instances européennes depuis longtemps. Il faudrait bloquer à 14% la part du PIB consacrée au financement des retraites. On y est, on sait qu'on va avoir de plus en plus de retraités, dont on souhaite, si les organisations syndicales continuent à bien travailler, qu'ils vivent de plus en plus longtemps parce qu'on aura amélioré leurs conditions de vie. Eh bien, ça crée un besoin de financement. Et donc les 2 sujets tabous, le financement et le niveau des pensions. Tel que la lettre envoyée par Bayrou au président de la Cour des comptes est formulée, on est invité à parler de tout, sauf du niveau des pensions par rapport au salaire de fin de carrière. Or, un régime de retraite n'a pas d'autre raison d'être que de verser des pensions. Et quand on choisit la répartition, le choix qui est fait, c'est de verser des pensions qui garantissent la continuité du niveau de vie entre la période d'activité et la période de retraite. Et cette garantie, elle doit être apportée pour tout le monde, sachant que malheureusement, il y a aujourd'hui des salariés qui n'ont pas
de niveau de vie. Donc pour eux, la proposition que porte la CGT, c'est de leur verser le SMIC net. Si le SMIC net, c'est le minimum nécessaire pour vivre, eh bien, il faut qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC net. Michaël Zeman, sur la question des recettes. C'est effectivement le levier qui est systématiquement évacué, et oui, quasiment depuis au moins 2010. Et il n'y a pas de bonne raison de l'évacuer a priori. C'est simple, les retraites, c'est un système qui a pas seulement cette fonction, mais d'assurance sociale, et qui assure le fait de pouvoir vivre correctement quand, collectivement, on a décidé qu'on n'avait plus besoin d'être en emploi. Donc il y a un risque, c'est bizarre de dire que c'est un risque, mais c'est le risque viager, le risque de longévité, devoir vivre un certain nombre d'années sans ressources issues de l'emploi. Ça, c'est en termes assurantiels. En termes assurantiels. Et quand vous avez un risque qu'augmente, un des leviers normaux, c'est d'augmenter les cotisations. Si le risque d'inondation augmente, les cotisations vont augmenter. C'est pas le seul. On peut dire que effectivement le niveau des pensions va bouger, que l'âge va bouger. Mais ce qu'on constate quand on prend un peu de recul, c'est que les autres leviers ont été activés puissamment. La durée de la retraite, elle a été bousculée depuis 2010. On est passé d'un âge minimal de 60 à 62 ans, puis de 62 à 64. La durée de cotisation, on est passé de 40 à 42 et puis très vite à 43. Et de telle sorte que les gens qui partent en retraite aujourd'hui ou dans les années suivantes vont avoir des retraites plus courtes que les personnes qui sont parties à 15 ans. La durée de vie s'allonge, elle continue à s'allonger un peu, mais par contre, la durée de retraite se raccourcit plus vite que l'allongement de la durée de vie. Et donc, côté durée de cotisation, durée de retraite, le levier est très activé. Côté montant des pensions, ce qu'a dit Sylvie Durand est vrai, mais pendant longtemps, ça a été en partie compensé, au moins en moyenne. C'est-à-dire qu'à la fois, les droits des salariés étaient réduits, les taux de remplacement diminuaient, mais comme les salariés qui arrivaient à la retraite, et en particulier les femmes, avaient eu de meilleures carrières que leurs aînés, le montant des pensions, en moyenne, a continué à s'améliorer. Alors en fait, il se dégradait plutôt pour les hommes, il s'améliorait plutôt pour les femmes. Sauf que ce mécanisme-là, d'abord, il peut être contesté par les organisations syndicales qui raisonnent en termes de taux de remplacement, mais surtout, ce mécanisme-là ne joue plus. Les projections qu'on a aujourd'hui montrent que le niveau moyen des pensions réelles a déjà commencé à se dégrader, et qui va continuer à se dégrader dans les années à venir, et donc que ce levier pour équilibrer le système est déjà bien activé. Puis il y a le troisième levier, le levier des recettes, et a priori, il n'y a aucune bonne raison de ne pas activer ce levier. On va avoir plus de retraités dans l'avenir parce que la longévité augmente. Par le passé, on a toujours, jusqu'aux années 2010, accompagné l'augmentation du nombre de retraités d'une augmentation des recettes. Il n'y a pas de raison, a priori, de ne pas mettre ce levier-là sur la table. Et pourtant, il est évacué systématiquement. Il a été évacué par Jean-Paul Delevoye quand il s'agissait de faire le système à points. Il a été évacué en 2023. Et il est encore caricaturé dans le rapport récent de la Cour des comptes. Perspective, Clément Olivier. Sylvie Durand, à propos de femmes et d'hommes, justement, si on atteint une égalité salariale, par exemple, on va augmenter les cotisations. Oui, alors effectivement, les régimes de retraite comme les régimes de protection sociale sont malades des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, ce qui nous a amené d'ailleurs à construire une proposition que l'on va faire chiffrer dans le cadre de ce cycle d'échanges entre partenaires sociaux, qui est la mise en place d'une contribution d'équilibre qui est temporaire et dont l'objectif est de faire contribuer les entreprises qui entretiennent des inégalités de salaire entre femmes et hommes. Peu d'entreprises, d'après les calculs qu'on a fait chiffrer par l'Agirc Arrco, seraient concernées parce qu'il faut qu'il y ait une mixité sur les emplois, donc 39% des entreprises, mais ça permet de couvrir plus de 90% de la masse salariale nationale. Une cotisation appelée au taux moyen national de 1%, mais modulée entreprise par entreprise en fonction de l'amplitude des écarts constatés et qui se réduirait au fur et à mesure de la réduction de ces écarts
jusqu'à extinction, puisque ce que l'on gagnerait en termes de réduction des inégalités salariales permet de mettre en extinction la cotisation de 1%. Et ça, c'est un dispositif pour ne pas attendre 80 ans pour avoir cette fameuse égalité salariale, puisque au train où on va, l'égalité salariale ne sera une réalité que dans 80 ans à peu près. De façon générale, le niveau des salaires influe sur les cotisations et on peut se poser la question là des destructions massives d'emplois qui vont dégrader les comptes de la protection sociale. Oui, c'est une question importante, surtout lorsqu'on est en train de mettre en place et de déployer tous les systèmes d'intelligence artificielle dont on sait que le solde net entre création de nouveaux emplois et destruction d'emplois existants sera négatif. Alors bon, selon les études, à des horizons divers, on parle de 5-6 millions d'emplois détruits. Donc le sujet, c'est d'asseoir le financement des retraites sur le prélèvement de la richesse créée et sur le gain des productivités. En d'autres termes, comment finance-t-on les retraites, quel que soit le taux de chômage ? Parce qu'on sait que le niveau de non-emploi va augmenter dans les années à venir. Et là-dessus, on a fait des travaux et on montre que l'on peut financer les retraites. Il s'agit simplement de prélever un peu plus sur la rémunération du capital. Ce ne sera pas confiscatoire, c'est un peu plus. Et le corps d'ailleurs a fait les calculs. Le corps a dit dans un de ses derniers, pas le dernier, mais l'un des précédents rapports, que pour maintenir le niveau des pensions, enfin les conditions de liquidation et le niveau des pensions que l'on avait au début des années 90, il aurait fallu augmenter entre ce 90 et aujourd'hui, de 6 points la part du PIB consacrée au financement des retraites. C'est-à-dire qu'au lieu de consacrer 14%, il faudrait en consacrer 20%. Je tiens à rappeler qu'entre les années 50 et les années 80, on a doublé la part du PIB consacrée au financement des retraites. Donc là, c'est un effort certes à produire, mais qui est sans commune mesure. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Ambroise Croizat. Nous avons essayé de résoudre, 1946. pour une date la plus proche possible, la retraite nationale pour tous les vieux de France. Nous espérons fermement que le principe en sera adopté et que son démarrage sera relativement rapide, malgré l'important et long travail de mise en application. Question également sur le plafond de la sécurité sociale. Déjà, il faut peut-être nous rappeler d'où ça vient, en quoi ça vous concerne, vous, en tant que UGICT, et pourquoi, désormais, depuis un certain nombre d'années maintenant, l'UGICT et la CGT s'opposent au plafonnement de la Sécu. Alors, le plafond de la sécurité sociale est un héritage historique. Au temps des assurances vieillesse, on avait un plafond de revenus qui correspondait à un plafond d'exclusion. C'est-à-dire les gens qui dépassaient un certain niveau de revenus étaient exclus du système des assurances sociales. Après, avec l'instauration de la sécurité sociale, on a gardé ce plafond pour définir la zone sur laquelle on va appeler les cotisations. Notre problème, nous, en tant qu'Union générale des ingénieurs cadres techniciens, de la CGT, et c'est aussi un problème pour la CGT dans son ensemble et pour la population dans son ensemble, c'est que l'on cotise moins au-dessus du plafond de la sécurité sociale qu'en dessous. Donc, nous demandons à ce que l'on puisse cotiser autant au-dessus du plafond de la sécurité sociale qu'en dessous, ce qui déjà rapporterait des ressources supplémentaires au système de retraite et permettrait au personnel d'encadrement, singulièrement si cette hausse des cotisations est mise en œuvre dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco, d'augmenter l'acquisition du nombre de points de retraite. Et c'est très très important ça, parce que si on peut dire que les taux de remplacement globalement en moyenne se sont certes dégradés
mais très progressivement. La progressivité n'a pas été du tout la même pour tout le monde. Il faut nous rappeler ce que c'est que le taux de remplacement. Alors, le taux de remplacement, c'est... alors, il y a plusieurs définitions. Là, je me réfère au montant de la première pension nette par rapport au dernier salaire net. Que représente ma pension ? 20%, 50%, 70% de mon dernier salaire. Bon. Et quand on prend le début des années 80, alors là, c'est les chiffres documentés par le corps, premier rapport du corps, pour un cadre, ingénieur, technicien supérieur, la pension représentait 72% net du salaire net de fin de carrière. Derniers travaux de l'Agirc Arrco de 2021, pour un cadre de la génération 56, parti en 2020, la pension ne représente plus que 67,2% du dernier salaire net. Mais pour le jeune né en 96 et qui partira en 2062, la pension ne représentera plus que 51,4% de son salaire de fin de carrière. Donc, c'est une décroissance insoutenable. Ça veut dire que les personnels d'encadrement, dans cette logique-là, n'auraient plus la garantie de la continuité de leur niveau de vie de carrière. Et ça, c'est un véritable problème, parce qu'on les invite, en s'appuyant sur ces données, les sociétés d'assurance les invitent à aller épargner pour leurs vieux jours, comme on pouvait le faire avant la création de la sécurité sociale. Épargne dans des systèmes totalement volatiles, puisque entre le début de carrière et la fin de carrière, il y aura de multiples cracks financiers, en sorte que la restitution même du capital constitué péniblement n'est pas garantie. Michaël Zemmour, vous avez des cadres qui veulent financer la Sécu. Oui, des cadres qui veulent financer la Sécu. C'est pas très surprenant, il y a un très fort attachement dans l'ensemble de la population, y compris chez les cadres à la sécurité sociale, et y compris aux retraites. On l'a vu lors des réformes précédentes, parce qu'il y a véritablement un besoin. C'est-à-dire que cette volonté de sécurité de fin de carrière, elle existe, et donc s'il n'y a pas la Sécu, il faut payer de toute façon dans des systèmes de capitalisation. Quand on compare les différents pays, ils sont généralement coûteux pour la puissance publique parce qu'ils demandent des subventions fiscales. Ils sont plutôt inégalitaires et finalement, la sécurité sociale fait plutôt un bon travail. Alors après, dans les pistes revendicatives de la CGT, il y avait beaucoup de choses, donc je ne vais pas forcément tout énumérer. Sans doute que le scénario où on aurait mis 6 points de PIB en plus pour les retraites aujourd'hui, il faudrait que le monde soit sacrément différent. Aujourd'hui, ça me paraît très difficilement soutenable, ou alors dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on vit aujourd'hui. Par contre, et même à la limite, on pourrait discuter du sort qui a été fait aux générations précédentes, les générations qui sont sorties dans les années 50. Finalement, du point de vue de la retraite, ont été plutôt bien traitées. Elles sont parties relativement tôt et plutôt avec des taux de remplacement élevés. Moi, la question que j'ai, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire que les dérives telles qu'elles sont projetées et telles que vous les avez données, de baisse des taux de remplacement, sont vraiment inquiétantes. Et c'est de ça qu'il faudrait discuter en même temps. C'est-à-dire qu'on soit passé pour des cadres de 72 à 67, clairement, ça ne fait pas plaisir. Peut-être que c'était le bon chemin ou pas, il faut voir. Par contre, aller vers 50%, clairement, ça crée un choc important. C'est le cas pour les cadres, mais c'est aussi le cas pour les autres catégories de salariés, dans une moindre mesure. Et donc, quand on discute du système de retraite, il faudrait discuter d'objectifs à moyen et à long terme, tout en sachant qu'on ne prévoit pas l'avenir, mais qu'on se dise quel est le bon âge. Et peut-être que les âges doivent être différenciés en fonction des métiers, de manière plus ferme, et des niveaux de pension. Discuter d'un objectif de taux de remplacement dans le temps et discuter de ressources, puisque aujourd'hui le débat n'est cadré que sur la question de l'équilibre financier, qui en fait est un sujet important, mais qui n'est pas un sujet à dramatiser autant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui manque dans le débat. Et là encore, le fait d'avoir dit c'est la Cour des comptes qui doit dire la vérité des choses, ce qui manque dans le rapport de la Cour des comptes et que vous avez dans tous les rapports du corps, c'est la projection du niveau de vie des retraités dans les 20 ou 30 années à venir. Par contre, il y a des pages et des pages sur le solde, à la virgule près, etc.
En fait, ce que vous décrivez, c'est de se poser la question de la réalité des carrières. Sylvie Durand, une chose qui s'est passée, c'est qu'on fait plus d'études qu'avant. Vous plaidez justement pour la prise en compte des années d'études dans les retraites. Oui, je vais répondre à la question, mais avant, je veux simplement préciser mon propos. Entre les années 50 et les années 90, on a doublé la part du PIB affectée au financement des retraites. On est passé de 4% à 8%. Le propos n'est pas de dire on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Le propos est de dire que pour revenir à un droit à retraite à 60 ans, avec un taux moyen de remplacement de 75%, c'est de l'ordre de 6 points de PIB qu'il faut dégager progressivement sur un certain nombre d'années à définir en fonction de l'effort que l'on consent politiquement à faire. Donc le retour du jour au lendemain, effectivement, ça semble compliqué. Il faut y aller petit à petit. La politique des petits pas a son mérite. Mais 6 points de PIB sur 15 ans, on ne voit pas en quoi c'est pas soutenable. Donc là, quand on parle de ça, c'est vraiment une question qui concerne, là pour le coup, les jeunes générations, parce que ceux qui souffriront le plus, ce sont ceux qui sont nés à partir des années 96-90. Et après, c'est le choix politique. Qu'est-ce qu'on affecte ? Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, les encours de la capitalisation sont de l'ordre de 200 milliards d'euros. Et je crois qu'il y a une immense faute politique du gouvernement qui a été d'encourager à grand renfort d'incitation fiscale et donc d'exonération fiscale le développement de la capitalisation, parce que ces 200 milliards, ils seraient infiniment mieux s'ils étaient aujourd'hui dans le régime de retraite par répartition. Peut-être pour le dire, pour se mettre d'accord sur notre désaccord, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Dire qu'on consacrerait peut-être dans 15 ans 6 points de PIB en plus, ça n'est envisageable que dans un monde où en même temps, les organisations syndicales, par exemple la CGT, sont capables d'obtenir une redéformation du partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des augmentations de salaire dans un contexte de croissance conséquent. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, la revendication, elle est double. Elle est à la fois 6 points de PIB de la retraite, mais en même temps, une augmentation des salaires et soit une diminution de la part des profits importante. Donc, dans ce cadre-là, c'est cohérent. Après, est-ce que c'est possible et atteignable ? L'avenir nous le dira. Effectivement, l'économiste est plutôt prudent et raisonne plutôt dans le monde qu'il connaît, c'est-à-dire une part des salaires dans la valeur ajoutée plutôt stable. Et dans ce monde-là, qui n'est pas le meilleur des mondes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger, mais dans ce monde-là, 6 points de PIB, ça paraît beaucoup. Ça paraît même trop, parce que ça créerait un décalage entre salariés et retraités. Par contre, dire qu'on va rester à zéro alors que le nombre de retraités augmente, qui est la position des gouvernements qui succèdent, c'est une position très extrême. Et donc, je pense qu'on est d'accord sur l'analyse. Par contre, vous avez des ambitions sur l'évolution des salaires, là où je suis plutôt conservateur, parce que je regarde le passé récent. Sylvie Durand, oui, sur la prise en compte des années d'études. Oui, on a vu que l'un des leviers qui a été fortement actionné pour essayer de rééquilibrer les finances des régimes de retraite, ça a été l'allongement de la durée de cotisation, en considérant très curieusement que les années passées à étudier, ce n'est pas du travail. Or, les employeurs eux-mêmes ne s'y trompent pas. Ils recrutent et ils veulent recruter des gens toujours plus qualifiés. Faire des études, si on fait Polytechnique, si on fait Normal Sup, c'est du travail parce que c'est payé. Si on fait un IUT d'ailleurs. Non, le parcours... Ah oui, vous parlez des étudiants salariés. Oui. Voilà. Par contre, si on est étudiant de l'université française, de l'université publique, à ce moment-là, le même travail, acquérir des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, ne compte pas. Donc là, il y a quelque chose de parfaitement injuste. Grosso modo, on est en train de dire aux jeunes générations, écoutez, choisissez entre l'âge auquel vous partirez en retraite et faire des études. C'est un choix absolument ubuesque. On sait qu'on a besoin de toujours plus de qualifications, que le pays a toujours besoin de monter en qualification. Donc, on revendique la prise en compte des années d'études.
déjà dans un premier temps. Et plus généralement, précisément parce que l'allongement de la durée de cotisation a été le plus puissant levier qui soit pour abaisser les droits à retraite des salariés, on considère que le décompte en annuité, en tout cas à l'UGICT, est un processus, une procédure, une mécanique qu'il faut abandonner et qui n'a plus aucun sens. D'abord, c'est le salarié qui assume le risque du point de vue du montant de sa pension, de ne pas avoir une carrière complète parce qu'il a subi du chômage qu'il n'a pas choisi, parce qu'il a fait des études qui sont un bien pour la nation, parce qu'il a eu des interruptions de carrière subies. Donc nous, ce que l'on propose, c'est de regarder de quoi est faite une carrière entre le sortir du secondaire et l'âge d'ouverture du droit à retraite, bientôt 62 ans, si on y arrive, et ensuite 60 ans si également on arrive à mener la bataille correctement. Et si entre le sortir du secondaire et l'âge de 60 ans, il n'y a que des périodes d'études, de formation continue, d'activité professionnelle ou d'inactivité subie, maladie, incapacité de travail, eh bien on a le droit à 75% du salaire moyen des 10 meilleures années de carrière. Il n'y a pas besoin d'annuité pour calculer un montant de pension. Par contre, il y a quand même des exceptions à prendre en compte. Le salarié qui choisit de faire le tour du monde pendant 4 ans, eh bien, il n'a pas contribué comme le commun des citoyens au financement du système de retraite. Donc, on lui donne le choix, soit un abattement de sa pension, précisément parce qu'il n'a pas contribué comme tout le monde, soit il part 4 ans plus tôt. Michaël Zemmour. Je rejoins assez l'idée que le système de durée de cotisation, il est épuisé pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est qu'il a changé de sens. Quand il est mis en place 37 ans et demi, je crois, l'âge de la retraite est à 65 ans. En fait, la vocation, c'est de trier entre les salariés pour qui est réservé le régime de retraite, puis les gens qui sont pas dans les professions de salariés. Donc les indépendants, les artisans et les commerçants. Donc en fait, c'est une façon de faire le tri. Aujourd'hui, tout le monde a une retraite, tout le monde relève de la retraite. Et par ailleurs, 37 ans et demi à l'époque où la retraite était à 65 ans ou 43 ans aujourd'hui, ça n'a plus du tout le même sens. En réalité, 43 années passées en emploi, ça devient beaucoup, à la fois pour les personnes qui font des études, pour les personnes qui ont des interruptions, etc. Et du coup, on en est réduit soit à pénaliser les gens, et donc la durée de cotisation, elle a effectivement pour fonction de diminuer le montant de la pension, soit à mettre des patchs, mais qui sont pas très satisfaisants. Donc on va donner des trimestres pour enfants, donc on va revendiquer la prise en compte des années d'études, on va prendre en compte les années de chômage. Et donc ces patchs, ils corrigent un peu, mais pas tout. Par exemple, au chômage, on valide des trimestres, mais on a moins de points à GIRCARCO que si on était en emploi, etc. Et donc, effectivement, je pense que, alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais quand il faudrait réfléchir à un système de retraite modernisé, il faudrait faire un audit des carrières et fixer des objectifs qui sont en phase avec, pas la moyenne, mais la très grande majorité des situations, parce qu'on veut pas d'un système qui pénalise quoi. Quand c'est arrêté pour élever les enfants, non, en fait, on n'en veut pas. Du chômage, non, on veut pas pénaliser non plus. Le RSA, non, on veut pas pénaliser, etc., etc. Donc oui, la durée de cotisation, à mon avis, c'est un levier qui a pu être utile, mais qui est épuisé. Et si on continue à le pousser, ça sera en fait un autre nom de la baisse du montant des pensions. Sylvie Durand, mot de conclusion. Oui, une anecdote. Lorsque la sécurité sociale a été mise en place, parce que là, M. Zemmour se référait à la situation au début des années 80, le nombre d'annuités exigées était de 30. Bon, voilà. J'en arrête là, ça se suffit à soi-même pour voir combien tout cela est ubuesque. Non, la conclusion, c'est que d'abord, on peut financer le système des retraites. On peut le financer non pas pour un statu quo des droits, mais pour une amélioration des droits, tant sur le niveau de la pension que sur la durée de carrière, parce qu'encore une fois, ça n'a plus de sens de prolonger ainsi la durée de cotisation exigée, alors que les salariés ne parviennent pas à se maintenir en emploi dans leurs entreprises. La conséquence directe, ça sera que, au lieu de gréver les comptes de la retraite, on va gréver les comptes de la prévoyance, des régimes maladie, invalidité, etc. Donc,
soyons sérieux, finançons les retraites. Merci infiniment Sylvie Durand, Mickaël Zemmour, merci infiniment pour votre temps. Merci à Sébastien Ramage, Stéphane Dujardin à la technique, amis auditeurs, amis spectateurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Abonnez-vous gratuitement à cette émission et à son podcast. Nous ne dépendons, sachez-le, ni de la publicité ni de vos dons. Si vous voulez la soutenir, syndiquez-vous. Salut.